Oui, merci beaucoup. Effectivement, dans le tableau géopolitique et la question des solutions à entrevoir sur ce qu'on a appelé entre guillemets la crise migratoire, mais qui est effectivement une crise des demandeurs, en fait, des demandeurs d'asile, il faut partir du moment historique dans lequel nous sommes. Parce que des questions migratoires, il en a toujours été question, dans le fond, dans la société française. Et le musée de l'immigration que je préside est là pour en témoigner. Les questions migratoires se sont toujours posées à la fin du XIXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, dans la décolonisation, dans les années 70. Mais là, la question est nouvelle, en fait. La question est nouvelle parce que l'Europe a été confrontée, depuis les années 2013, 2015, 2016, à un pic migratoire inédit, pratiquement sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945. Donc c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes aussi réunis aujourd'hui, parce qu'il y a une singularité, il y a un problème, disons, historique qui se trouve posé. Or, ce pic-là est dû effectivement à une situation historique très particulière, la tentative au sud de la Méditerranée de parvenir à l'établissement de régimes démocratiques. Car effectivement, c'est dans ce processus historique qui a vu un ébranlement de toute une série de sociétés, notamment en Tunisie, mais aussi en Syrie, bien sûr, en Égypte, dans toute une série de sociétés au sud de la Méditerranée qui ont voulu se débarrasser de dictatures et essayer d'établir des régimes démocratiques. Et dans cette bataille formidable qui s'est ouverte entre, grosso modo, 2011 et 2012-2013, eh bien, il y a eu effectivement des processus d'écrasement et de contre-révolution qui ont été à l'œuvre. Et dans ces processus d'écrasement et de contre-révolution, eh bien, des États se sont effondrés, littéralement effondrés. Bien sûr, la Libye, qui a littéralement, et s'est littéralement effondrée, mais aussi la Syrie. On parlait tout à l'heure, François Gémen parlait tout à l'heure des morts en Méditerranée. Bien sûr, 7 morts par jour, c'est très important, bien entendu. Mais enfin, 350 000 morts en Syrie, c'est beaucoup aussi. Et que lorsqu'on examine la question de ce qui se passe au nord, c'est-à-dire en Europe, ne jamais perdre de vue ce qui se passe au sud. Et ce qui se passe au sud, c'est des dizaines de milliers de morts dans des guerres civiles absolument épouvantables, terribles, et qui entraînent la fuite, le départ, l'exil de centaines de milliers de personnes. Car si 1 million de personnes sont rentrées en Europe, en provenance principalement de la Syrie et de l'Irak, et je crois savoir que la plupart des réfugiés qui vivent ici à Grande-Sainte sont des Kurdes irakiens, c'est bien parce que ce sont des régions du monde qui sont traversées par des processus absolument inouïs, qui sont sans équivalent, encore une fois, depuis 1945. Donc il faut prendre la mesure en termes de responsabilité de ce qu'a fait l'Europe par rapport à cette situation, sur le plan de la responsabilité politique dans la déstabilisation des États, ça a été dit à l'instant, mais aussi, bien sûr, de la responsabilité politique pour tenter de trouver des solutions politiques aussi à ces conflits. C'est-à-dire de peser pour faire en sorte qu'on sorte des situations de guerre pour essayer de stabiliser les situations et non pas essayer de les aggraver. Parce que la question migratoire ne peut pas être séparée de ce qui se passe dans les pays du Sud. C'est une question de géopolitique. Ça ne peut pas être simplement une réflexion sur l'accueil. Bien sûr, il faut se la poser. J'y reviendrai dans la deuxième partie très rapide de cette intervention. Mais il faut d'abord penser en termes géopolitiques, beaucoup plus vastes. C'est-à-dire, bon, avec quel type d'interlocuteurs discuter aujourd'hui dans des pays, disons, comme la Syrie, bien sûr, comme l'Irak, sur la question du Kurdistan aujourd'hui et de ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan, notamment le Kurdistan syrien, irakien, où il y a véritablement une guerre terrible qui se déroule notamment avec Erdogan et la Turquie, et là qui provoque encore une fois le départ de dizaines de milliers de personnes. Donc c'est d'abord une question de géopolitique et il faut élargir le point de vue, parce que sinon on a le sentiment de vivre dans une perpétuelle, entre guillemets, crise migratoire incessante et historique. Non, c'est pas incessant, c'est pas toujours les mêmes histoires. Il y a des seuils, il y a des moments, il y a des ruptures et il y a des responsabilités de l'Europe, parce que si ces populations se sont mises en mouvement pour plus de démocratie politique, c'est précisément parce que les régimes en place étaient aussi largement soutenus par les pays du Nord. Et c'est aussi parce que les crises économiques et financières démarrées en 2008 ont aggravé le fossé entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire qu'il y a, bien entendu, depuis 10 ans, une aggravation, depuis la crise de 2008, il y a une aggravation de l'écart et du fossé qui se creuse
dans le nord, entre le nord et le sud de la Méditerranée. Donc ça, je crois que c'est un premier coup de projecteur qu'il faut avoir présent à l'esprit lorsqu'on parle aujourd'hui des questions migratoires, parce qu'on ne peut pas en parler de la même manière qu'il y a seulement 3 ans ou 4 ans. Il y a un seuil qui a été franchi, et donc il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre en Europe par rapport à cette situation. Et le deuxième aspect, bien sûr, c'est que face à cette crise migratoire, eh bien, en Europe, il y a des crispations identitaires. Il y a des peurs, il y a des, disons, des replis, il y a des montées de populisme. Je ne vais pas ici faire la liste, vous la connaissez comme moi, de tous les pays qui se barricadent, bien sûr, la Hongrie, l'Autriche. On ne va pas ici faire la liste de tous les pays où il va y avoir des élections, par exemple, très importantes qui vont se dérouler dimanche en Italie, où on verra bien ce qui va se passer par rapport à cette poussée xénophobe, très forte. Et dans cette situation-là, bien sûr, la responsabilité des élites politiques et culturelles dans les pays d'Europe, c'est de combattre le racisme, les stéréotypes, les préjugés, et d'essayer de les inverser. Et c'est une bataille culturelle qui commence, elle aussi, parce que ce flot migratoire ne s'arrêtera pas, bien évidemment, compte tenu de l'ampleur de la tragédie que nous vivons. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il faut réfléchir à une politique, disons, culturelle, qui, d'abord et avant tout, passe par la question de la langue. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si, en France, on accueille des réfugiés et qu'on ne propose pas immédiatement qu'ils puissent apprendre la langue française, ça veut dire qu'on les installe dans des situations de précarité. C'est-à-dire dans des situations où on attend qu'ils repartent. La France fait aujourd'hui, il donne aujourd'hui environ 200 heures, 2 à 300 heures seulement, d'heures d'apprentissage pour les réfugiés qui viennent sur son sol. L'Allemagne, c'est 800 heures dans le même temps. Or, si on veut aujourd'hui prendre une mesure très simple, très concrète, très pratique, réformiste, c'est d'accroître tous les moyens possibles pour faire en sorte que l'apprentissage de la langue française soit le plus rapide et le plus évident possible, sans attendre qu'il y ait la possibilité d'obtenir des papiers, d'obtenir des cartes de séjour, d'obtenir tout ce que vous voudrez comme papier en tout genre. Il faut ne pas attendre cela, mais prendre en charge tout de suite et immédiatement la possibilité qu'ont, disons, ces migrants de pouvoir disposer de l'outil culturel et linguistique pour avoir la possibilité de s'installer dans la société française. Et à ce niveau-là, bien sûr, nous avons énormément de retard. Il y a toute une série, disons, de batailles sur le plan, disons, culturel qu'il faut mener aujourd'hui, notamment en France, à la différence d'autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne et les pays nordiques, qui, à ce niveau-là, font un effort beaucoup plus important, parce qu'ils mettent un budget beaucoup plus fort, beaucoup plus conséquent sur cette question culturelle de l'apprentissage de la langue. Enfin, bien sûr, sur ces questions, naturellement, de xénophobie, de racisme, de repli identitaire, qui existent dans les sociétés, dont il ne faut pas nier les effets, parce que ce sont des effets qui sont très puissants. Il y a bien sûr les réactions des partis politiques, des hommes politiques, qui peuvent avoir effectivement plusieurs types d'attitudes. Soit l'attitude qui consisterait à dire, dans le fond, il faut se renfermer sur nous, ou au contraire, avoir l'attitude politique qui vise à trouver les solutions, non pas en termes d'expulsion, d'exclusion ou d'allongement de durée, disons, de centres de rétention, de présence en centre de rétention, mais au contraire, précisément, organiser davantage, par en haut, une politique d'accueil. Mais c'est aussi la responsabilité des intellectuels, disons français, de s'engager dans cette bataille. Et pas simplement des politiques. La responsabilité des intellectuels français dans la bataille du renversement des stéréotypes et du racisme et de l'antiracisme, et de la question de l'antiracisme. Parce qu'on a trop souvent tendance à considérer que l'antiracisme est une bataille finie, archaïque, achevée, dépassée, derrière nous. Or, c'est une bataille qui a plus que jamais son actualité, la bataille de l'antiracisme. Et naturellement, se trouve posée là la question du statut, du renforcement de la place des organisations antiracistes en Europe aujourd'hui, dont on ne parle pratiquement plus. C'est-à-dire que c'est une question, disons, qui a l'air mise à l'écart, alors qu'à mon avis, ça va redevenir une question centrale dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie.